On va pouvoir commencer. Bonjour à tous. Donc, Fatima Lassabi. Aujourd'hui, vous participez à un webinaire sur les différents types de fibres qui existent, qui sont proposés pour les entreprises. Ce webinaire va durer 45 minutes. Nous sommes deux à l'animer. Donc, il y a moi-même qui suis ingénieure d'affaires à l'agence de Bourges, Centre Val-de-Loire, et Camille Rondeau, qui est responsable de service, réseau et opérateur. Camille, veux-tu te Bonjour à- présenter en quelques secondes? Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis le responsable donc du service réseau et opérateur pour le groupe et donc du coup c'est moi qui vous présenterai un petit peu les différents éléments relatifs au métier. Très bien. Merci Camille. Donc, la durée de cette présentation va durer 45 minutes. Donc, nous allons tout mettre en œuvre pour qu'elle se termine à 10h45. Durant ce webinaire, donc, vos micros et caméras sont coupés. Vous pourrez poser des questions à travers le chat que vous avez tout en bas à droite. Pour des raisons de confidentialité, nous vous remercions de ne pas indiquer le nom de votre structure, mais uniquement votre nom et poser votre question. Et lors de ce webinaire, donc comme je viens de l'indiquer, on laissera un peu de temps à la fin pour éventuellement débloquer vos micros si vous souhaitez prendre la parole. Donc, le sommaire, je vais vous présenter en quelques slides VFleet. Et puis ensuite, nous rentrerons très vite dans le vif du sujet pour vous expliquer les différents liens qui existent et qui sont proposés en B2B. L'avantage d'avoir un pare-feu, en tout cas l'intérêt surtout d'avoir un pare-feu, et on va un petit peu parler du SD-WAN. Et enfin, en conclusion, donc il y aura un peu de temps qui seront laissés pour vos questions et réponses. Alors, le groupe Vfleet, qui sommes-nous? Nous sommes une entreprise, en fait, c'est un regroupement d'entreprises. Donc, dans le centre Val-de-Loire, vous nous connaissez sous le nom de Dactyle. Côté Nantes, en tout cas, Bretagne, Pays de Loire, vous nous connaissez sous le nom de OMR et peut-être aussi que vous nous connaissez sous le nom de Sirène, CTV, Espacecom. Donc, depuis le 1er janvier, le groupe s'est consolidé sous une seule marque qui est Vfleet, l'acronyme de Vous facilitez l'IT. Nous avons donc créé 4 structures. Vfleet Infogérance, qui regroupe OMR Dactyle. Vfleet Télécom, qui regroupe Medis, Espacecom et Sirène. Mais gestion, donc gestion, c'est Medis, pardon. Vfleet gestion, donc c'est Medis. Et Vfleet Sûreté pour la sûreté. Le groupe Vfleet, c'est un groupe de 260 collaborateurs aujourd'hui, répartis sur 13 agences. Une de nos valeurs est c'est la proximité, c'est d'être au plus proche de vous. Donc, en général, on est à moins d'une heure, voire 2 heures maximum de votre site. Nous réalisons 34 millions d'euros de chiffre d'affaires. Moi-même, je suis rattachée à l'agence du Centre Val-de-Loire à Bourges. Nos métiers? Nos métiers sont la cybersécurité. D'ailleurs, nous réalisons régulièrement des webinars dans tous les thèmes, sur tous nos métiers. En janvier, le sujet était la cybersécurité. Les systèmes réseau et cloud, moi, ça va être tout ce qui va être réseau, sauvegarde, Wi-Fi. Qu'est-ce que ça peut être aussi? Ben, tous les PC, tout ce qui est infra, en fait. Les télécoms, donc c'est le sujet d'aujourd'hui, ça va être aussi bien les liens opérateurs que l'équipement. Donc, on travaille principalement avec 2 acteurs, soit en on-premise, soit en mode SaaS. Donc, dans nos data centers, nous avons 2 data centers qui sont dupliqués, un dans le 44 et un dans le 86. Les applications de gestion, nous travaillons avec Sage depuis plus de 20 ans, donc sur les métiers, sur la compta, la RH, la compta, la trésorerie, et les outils de pilotage d'entreprise avec le Power BI. Et enfin, sûreté des locaux et sûreté urbaine. Nous avons une approche, donc nous avons plusieurs offres avec un service client unique, quel que soit le métier sur lequel vous êtes positionné. Le service client est basé à Nantes, composé de 50 collaborateurs. Nous avons une approche éco-responsable, nous avons une démarche RSE en tout cas, et nous proposons de plus en plus du matériel qui sont reconditionnés, et nous proposons également de récupérer votre matériel et vous fournir un certificat de destruction. Nous avons bien sûr un certificat RGPD. Quels que soient les métiers sur lesquels vous y positionnez, il y a forcément un contrat de service
associés pour maintenir en condition opérationnelle la solution qu'on vous a proposée. Et également, on fait également du partenariat et du mécénat. Je vais donner la main à Camille pour nous expliquer les différents liens qui sont proposés, l'intérêt et la sécurité de ces liens. Est-ce que tu peux prendre la main ou je dois passer la slide, Camille? Oui, non, mais je vais déjà introduire. Alors, aujourd'hui, on est dans un monde où on dépend de plus en plus des services du numérique. Bon gré ou mal gré, les choses sont ainsi pour l'ensemble des secteurs d'activité, et les évolutions technologiques ont fait qu'il y a eu différentes modifications dans l'infrastructure des entreprises au fil du temps. Depuis quelque temps, on sait que le cuivre est en train d'arriver à ces dernières heures, et que d'ici quelques années, il sera complètement décommissionné en France. Aujourd'hui, sachant qu'on dépend énormément de ces technologies-là, quelle est l'approche à avoir? Quelles sont les méthodes? Quelles sont les technologies à utiliser? Quels sont les avantages et les inconvénients de ces différentes technologies afin de pouvoir répondre à des besoins métiers? Donc, c'est ça la nature de mon approche aujourd'hui et de ce que je vais vous expliquer. Donc, on va commencer par une technologie que vous connaissez tous, qui est la technologie de vos téléphones portables, qui est la technologie 4G. Ici, vous avez un schéma grossier qui permet d'expliquer un petit peu comment ces choses-là fonctionnent. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de connexion, qui est certes assez pratique pour des mobiles, ne correspond qu'assez peu à un usage professionnel, déjà parce que vous n'avez aucune satisfaction en termes de débit garanti, enfin, les choses sont très aléatoires, dépendent de l'éloignement, dépendent de l'environnement. Vous n'avez pas de continuité de service, de garantie de rétablissement en cas de panne, en cas de coupure. Il n'y a pas possibilité d'avoir de gestion de trafic qui vous permet de faire passer sur les mêmes tuyaux facilement de la voix, des flux métiers, de la connexion Internet. Tout ça passe sans avoir la possibilité d'orchestrer correctement la gestion de ces flux-là. Les performances elles-mêmes peuvent être extrêmement aléatoires. Vous connaissez les normes BBC des bâtiments. Il est de plus en plus difficile d'avoir de bonnes réceptions 4G. Et selon l'environnement, que ce soit des structures métalliques, que ce soit du triple vitrage, etc., il est assez difficile d'avoir un signal optimal dès lors qu'il s'agit d'une communication sans fil. Par contre, l'intérêt de ce type de lien, c'est qu'il permet à très faible coût d'avoir une solution de secours en cas de panne. Donc, il n'est pas à proscrire complètement en entreprise. Par contre, il en est à connaître un petit peu les contraintes de ce type de technologie et de savoir anticiper par rapport à ça. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Fatima? Le lien qui est le plus déployé depuis quelques années et qui est lié à une action de l'État, c'est la FTTH. L'objectif de l'État français aujourd'hui, c'est d'assurer dans le cadre de la destruction de la DSL, un câblage optimal et à 100% du pays en fibre optique. Pour ce faire, la technologie qui est utilisée, c'est la FTTH. La FTTH est pourtant destinée plutôt à des clients particuliers ou ayant de faibles besoins en termes de continuité de service, de besoins stratégiques. Mais par contre, ça a certains avantages qu'on n'avait pas avec le cuivre, c'est que ça offre des performances qui sont absolument incroyables par rapport à ce que vous avez pu connaître sur les anciennes technologies cuivre. Ici, je vous montre là aussi un schéma plutôt sommaire de l'architecture de ce type de connexion. Il faut savoir qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir une garantie de rétablissement sur ce type de lien. Il est donc possible d'être en panne plusieurs jours dans le cas d'une rupture de la FTTH. Il n'y a pas de possibilité de gérer du trafic dans le sens où les débits n'étant pas synchrones, il est très compliqué de faire de la gestion de flux au travers de la FTTH dès lors qu'on va vouloir sécuriser notamment des flux voix ou des flux métiers. Et il n'y a pas possibilité d'avoir de débit garanti. Les coûts sont assez faibles et on peut aller chercher de la performance. C'est donc une technologie qui est intéressante pour la mixer avec un lien garanti. La FTTH est souvent utilisée avec de la 4G en backup. Je vous le montrerai juste après. Merci. Pour une technologie qui correspond déjà plus aux usages qui sont faits par les entreprises et qui correspond un petit peu à ce que vous connaissiez avec les anciennes technologies de type SDSL et EFM, c'est la FTTE. Donc la FTTE, vous allez avoir un débit qui va être symétrique, mais par contre qui ne va pas être garanti. Il est donc possible, et sachant que vous passez sur le même type d'infrastructure que le lien FTTH que nous avons vu juste avant, d'avoir des bagotages, des pertes de connexion. Par contre, en cas de coupure franche, vous avez une réparation sous 4 heures. Il est possible de réaliser du coup, comme c'est un débit garanti, de la gestion de trafic, et donc optimiser un petit peu mieux la circulation des flux au sein des différents liens qui vous connectent. Il est possible également d'aller chercher de la performance,
et d'avoir ce qu'on appelle du burst, la possibilité d'aller jusqu'à 1 giga, comme vous avez aujourd'hui la possibilité avec de la FTTH. C'est donc un lien qui est intéressant parce qu'il permet d'avoir des services complémentaires qui sont avantageux. Le seul bémol, c'est qu'il est assez peu déployé aujourd'hui, étant donné l'ampleur du déploiement FTTH, celui-ci passe en second plan, il y a donc peu d'éligibilité aujourd'hui. Ces choses-là devraient se décanter au fur et à mesure du temps qui passe. On peut préciser aussi que les frais de mise en service sont quand même relativement un peu plus importants qu'une FTTH sur la FTTE. Alors, Voilà. au niveau de la FTTH, il faut bien comprendre que les frais de mise en service sont extrêmement faibles parce que ça correspond à une cible de type résidentiel. Vous connaissez tous le prix d'une adduction EDF eau dans l'ensemble des bâtiments que vous pouvez occuper, et vous savez que ça représente un coût extrêmement important. Avec la FTTH, comme le but c'était de raccorder tout le monde, ces coûts-là ont été absorbés par les aides de l'État. Il faut bien comprendre qu'un lien garanti, effectivement, a des frais de mise en service qui correspondent simplement à l'action des gens qui vont travailler pour tirer le câble. Ces frais-là sont un peu plus importants. Il est nécessaire, du coup, d'anticiper ces coûts pour pouvoir les lisser dans ce budget. Et enfin, est-ce que sur le FTTE, on peut mettre de la QoS pour prioriser les flux? Oui, justement, c'est quand j'ai mis gestion du trafic, c'est bien de QoS que je parle. J'évite de parler de termes techniques pour éviter de compliquer la chose, mais c'est bien de ça qu'on parle. Dès lors qu'on a un débit symétrique, on va pouvoir faire l'équivalent d'un chef d'orchestre qui va pouvoir organiser la gestion de ces flux. L'optimisation, la priorisation et la sécurisation des flux critiques. Voilà. Et c'est ça, effectivement, qu'on appelle COS ou QoS, selon l'endroit où on se place dans l'action de la configuration. Oui. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, Fatima? Donc, le lien qui est le plus privilégié en entreprise pour permettre un maximum de garanties, c'est ce qu'on appelle la FTTB, on appelle aussi FTTO, qui est en réalité une fibre dédiée, tout simplement. Cette fibre ne passe pas, comme vous avez pu le voir sur le schéma précédent, par différents équipements qui sont en cohabitation avec d'autres clients. Ici, vous avez un point A, un point B et un brin entre les deux. L'avantage, vous avez beaucoup moins de risques de bagotage, de coupure, de perte, et la continuité de service est quand même bien plus optimale. Vous avez la possibilité, sur ce type de lien, tous les liens FTTB sont à débit garanti et à GTR 4 heures, ce qui veut dire donc garantie de rétablissement sous 4 heures. Il est évidemment possible de faire de la gestion du trafic sur ce type de lien, comme l'expliquait Fatima juste avant. On peut aller chercher de la performance sur ce type de lien. On peut avoir des liens 1 giga. Seulement, ça engendre des coûts. Et les coûts sont rapidement plus importants. L'approche que nous avons la plupart du temps chez les fleets, c'est de proposer un lien sans garantie de type FTTH, dont je vous montrerai un exemple d'architecture tout à l'heure, et un lien plus garanti qui va permettre de sécuriser les différents services qui ont besoin de l'être. Si vous avez des flux applicatifs métiers, si votre entreprise est à l'arrêt en cas de coupure, forcément, vous avez un ROI qui devient beaucoup plus important et donc nécessaire de sécuriser votre périmètre dans le cadre d'un investissement sur un lien dédié avec une mécanique de flux qui va vous permettre d'avoir une meilleure résilience en cas de panne. Pour vous donner un premier exemple, ça c'est l'approche qui est connue la plupart du temps, à la fois pour du client grand public ou du petit professionnel. Il s'agit donc d'avoir un lien sans garantie de type FTTH et d'avoir un accès 4G. Je vous ai donc fait deux schémas, l'un pour montrer la situation classique et l'autre, voilà ce qui se passe en cas de panne. On voit bien ici qu'il y a concomitance à la fois sur les services de voix, les flux métiers et l'Internet, sur un même support, à savoir sans fil. C'est extrêmement dangereux. Et selon l'usage que l'on a, cela peut suffire ou non. Si par exemple vous utilisez des flux de sauvegarde, une application Citrix, une application SaaS, forcément, fonctionner par un 4G en même temps que vos services voix et Internet, vous imaginez que la stabilité est extrêmement mise en péril. L'investissement pour pouvoir avoir un 4G est extrêmement peu cher en termes de coûts récurrents. Par contre, en cas de coupure, vous risquez d'avoir un petit peu plus de coûts. Il faut donc pouvoir l'anticiper. L'avantage, c'est que ça permet quand même d'avoir un extrêmement faible coût récurrent pour avoir un accès de secours. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Le lien de secours, le lien 4G, prend le relais automatiquement en cas de coupure? Donc, évidemment, je vous ai mis dans les avantages de backup automatique. Il faut savoir que l'ensemble des liens, quand on gère différents liens en accès, on se doit de gérer la mécanique de flux qui va bien. Et c'est ce que nous faisons sur l'ensemble des services que nous proposons chez les fleets.
Donc les backups sont automatiques. À travers un firewall, peut-être? Pas du tout, ça dépend. Ah, On sait le faire sur plusieurs équipements, à la fois sur un ok. pare-feu, sur un simple routeur, des choses qui fonctionnent très bien sur les différents équipements que nous intégrons. Donc là, c'est l'exemple que je voulais vous donner. Dans le cas d'un besoin de sécurisation de ces différents services, il est extrêmement important d'avoir une mécanique de flux qui vous permette d'avoir une continuité de service optimale. Dans ce cadre-là, le but, c'est d'éviter aussi la congestion des flux et l'optimisation de ceux-ci. Je m'explique. Dans la situation normale que vous voyez ici, vous avez donc un lien sans garantie et un lien garanti. Le lien sans garantie offre beaucoup de débit et vous allez pouvoir le chercher, notamment l'Internet va passer par défaut sur ce chemin-là. Les flux métiers et les services voix qui sont beaucoup plus sensibles, plus fragiles, eux, vont passer par le lien le plus sécuritaire pour ce faire. Seulement, en cas de coupure, si les choses ont été correctement pensées, vous allez pouvoir avoir l'ensemble de vos services qui va pouvoir passer en cas de rupture de la FTTH sur la FTTB, en cas de rupture de la FTTB sur la FTTH. Les services seront peut-être moins optimales, cependant, vous avez quand même une continuité de service et vous n'avez pas de perte de production dans le cas d'une coupure de lien. Il est possible de coupler ça, évidemment, en hybridant les solutions avec un routeur 4G en plus. Dans le cas d'un coup de pelleteuse, d'un incident extrêmement grave, vous auriez la possibilité d'avoir en plus un autre accès de secours. Ces choses-là peuvent se dessiner en sur-mesure. Les exemples que je viens de vous donner là ne sont que des exemples, sachant que ce sont les modèles d'architecture standard pour des sites uniques qui sont le plus pratiqués aujourd'hui. Quand on parle de répartition de flux, de gestion des flux, vous avez vu tout à l'heure, et c'est ce que je viens de vous montrer, qu'il est possible de passer d'un lien à un autre et de transiter une partie ou l'entièreté des services sur un lien ou sur un autre, chose que nous savons faire et que nous réalisons au quotidien. Il est possible d'aller un peu plus loin dans cette gestion-là, notamment par l'usage d'un pare-feu. Il est possible de réaliser donc de la gestion applicative des flux. Je m'explique, les paquets, par exemple, quand vous utilisez YouTube, Teams, Zoom et un certain nombre d'autres applications, la Sophonie, par exemple, pour la voix, sont des paquets qui sont reconnaissables par le pare-feu, qui vont être détectés et qui vont être naturellement gérés en priorisation. Dans l'exemple que je vous donne ici, il est donc possible d'arriver à avoir un utilisateur professionnel dont les flux vont être prioritaires par rapport à un utilisateur qui aura un usage plus récréatif de la chose. Alors, il y a des plus et des moins, évidemment. Forcément, ça engendre un peu plus de coûts d'avoir un pare-feu. Mais si vous voulez mettre un antivirus sur vos postes, dites-vous bien que mettre un pare-feu, c'est vous protéger en amont de ça. Le pare-feu, c'est la barrière qui protège votre entreprise. Vous allez pouvoir faire de l'analytique, avoir de la rétention des logs qui va vous permettre de gérer les différents événements qui se produisent dans votre entreprise. Votre réseau va pouvoir être sécurisé, vous allez pouvoir avoir un contrôle des paquets entrants qui va vous permettre de barder un petit peu votre installation, et la possibilité d'intégrer du nomadisme qui vous permet d'intégrer le télétravail dans votre entreprise, par exemple, ou le travail en itinérance, évidemment. La connexion en télétravail ou en distance est, elle, chiffrée, évidemment, et vous pouvez donc travailler en sécurité sur les outils de votre entreprise à distance. Cette approche-là est extrêmement intéressante, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on fonctionne dans un monde applicatif, et les usages sont de plus en plus consommateurs. Une vidéo consomme énormément. Elle pourrait donc perturber un flux qui, lui, devrait être prioritaire et serait peu consommateur. Il est donc extrêmement important de pouvoir réguler ça au travers de la gestion applicative. Déjà, c'est assez agréable à utiliser, c'est assez facile d'usage et le résultat est intéressant en termes de réponse aux besoins. Donc ça, cette archi-là que je vous montre correspond à une architecture sur un site unique ou multi-sites ayant un pare-feu sur chacun de ces sites-là. Fatima, est-ce que tu peux montrer le... Oui. Sur celle que je vous montre ici, l'approche va donc être différente et la réponse à cette sécurité va être de mettre le point d'entrée de sécurisation, à savoir donc le firewall, en amont. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises qui ont des serveurs fonctionnaient autrefois en on-premise et il se trouve que de plus en plus, on commence à mettre ces services managés dans des data centers. On propose évidemment ces services chez les fleets avec tout ce qui va bien, notamment la gestion des sauvegardes, la mise en cloud de ces différents serveurs. Et comme il est possible de nous raccorder en mode interconnexion à vos différents liens,
nous avons possibilité de faire circuler vos flux d'entreprise comme un réseau privé, ce que vous appelez VPN en réalité. Donc, dans ce type d'architecture, nous avons un pare-feu qui se trouve directement au data center et qui va permettre de gérer l'aiguillage des flux et la sécurisation directement sur le point d'entrée en data center. Vos sites étant, par défaut, étant derrière, toujours protégés. Il est possible d'avoir donc le même genre d'usage applicatif que nous venons de voir juste avant. L'intérêt ici, c'est qu'un seul pare-feu va donc sécuriser l'ensemble de l'interconnexion avec tous les sites qui en découlent. On va évidemment pouvoir faire les différentes choses que nous avons vues juste avant, y compris de la gestion des flux, de la priorisation, de l'optimisation, tout ça dans une architecture multisite qui sera considérée comme votre réseau local d'entreprise. Tout ça a des coûts, bien évidemment, mais en comparaison, le fait de mettre parfois un pare-feu en cœur de réseau évite d'avoir un pare-feu par site. Et ces coûts-là méritent d'être analysés, vérifiés auprès de votre commercial pour voir comment optimiser tout ça. Ce n'est pas forcément un surcoût. Tout dépend de l'étude et de ce qui en découle. Ce type d'architecture-là va donc permettre d'avoir vraiment une véritable sécurisation de l'ensemble des flux de votre entreprise. Flux qui vont être professionnels ou non. L'intérêt, c'est du coup, vous gardez la maîtrise de ce qui se passe dans votre entreprise, avez la possibilité de contraindre un certain nombre de choses si vous le souhaitez, notamment on peut interdire par exemple des flux non professionnels durant des temps donnés ou les restreindre. Donc le but, c'est vraiment de reprendre la main sur ce qui circule sur son architecture et d'optimiser les différents flux qui circulent dessus. C'est un vrai sujet. Autrefois, on avait différentes technologies qui faisaient transiter certaines choses. Votre alarme, elle fonctionnait séparément du reste. Votre téléphonie, c'était un PABX qui était relié avec des connexions cuivre qui étaient séparées de la connexion Internet. Aujourd'hui, tout ça fonctionne dans les mêmes tuyaux. Il est donc extrêmement important d'avoir une optimisation de ces flux-là, de la gestion de ces transits et de la régulation en fonction de la criticité des besoins de l'entreprise. Je peux te laisser aller à la slide suivante, s'il te plaît, Fatima. Donc, vous avez dû entendre parler du SD-WAN. Donc, je vais vous le présenter ici, rapidement, parce que c'est une technologie sur laquelle nous commençons également à travailler, qui est certes naissante, mais qui très rapidement deviendra la norme en entreprise. Donc, le SD-WAN, c'est une manière d'agréger, en fait, différentes configurations et de pouvoir les redispatcher en mode actif. Je m'explique, ce que vous appelez vulgairement l'IA, c'est simplement une auto-écriture d'informations qui va vous permettre d'avoir une information théorique qui va se vérifier par le test qui va être fait par la mécanique de gestion des flux. En fonction des temps de réponse, en fonction des retours d'informations, la configuration va être modifiée par le système de centralisation cloud qui va lui réécrire la configuration de façon à pouvoir garantir des services toujours plus optimaux. Le SD-WAN que nous intégrons intègre de la technologie de pare-feu. Il ne s'additionne pas forcément du coup à ce que nous venons de voir juste avant, mais est une autre approche d'usage de gestion des flux. Il permet d'avoir une gestion des backups en mode transparent, d'optimiser la circulation de ces flux à une hauteur plus importante que celle que je vous ai montrée tout à l'heure, mais par contre ne répond pas forcément à l'ensemble des besoins ou n'est pas applicable dans l'ensemble des cas. Par exemple, dans le cas d'usage d'applications métiers extrêmement anciennes, dans le cas d'architecture extrêmement complexe, il est difficile d'intégrer du SD-WAN. Et donc, dans ces cas-là, nécessaire d'agir en plusieurs étapes de façon à rectifier ces installations pour leur permettre d'être compatibles avec une architecture SD-WAN. L'intérêt du SD-WAN, vous l'avez compris, c'est donc la haute disponibilité, la possibilité d'avoir de la gestion de configuration qui est centralisée et donc un parc qui est toujours à jour. C'est un mode de fonctionnement qui est plus moderne, mais qui mérite encore de prendre un petit peu son temps afin d'être normalisé dans l'ensemble des propositions qui sont faites pour les différentes structures. Voilà. Sachez que nous travaillons là-dessus depuis maintenant un peu plus d'1 an et avons déjà des clients SD-WAN. Très bien. Merci beaucoup Camille pour cette présentation. Ce qu'on a pu constater, c'est que aujourd'hui, les usages en entreprise ont évolué. Comme l'a dit il y a un instant Camille, jusqu'à présent, tout était dissocié. L'alarme était sur de la ligne analogique, la téléphonie sur un standard téléphonique. Et le peu de communication que nous avions, puisque nous transférions moins de fichiers, nous n'avions pas la visio qui était associée aux communications. Aujourd'hui, tout est sur un seul lien. Et il est vital d'avoir un
un réseau qui est robuste, résilient, performant, et puis le moins coûteux possible. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat, et puis nous répondrons immédiatement. Alors, y a-t-il des questions? Non, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Sachez que si après ce webinaire, vous avez des besoins ou des questions, vous pouvez vous rapprocher de votre commercial pour pouvoir vous répondre. Il sera associé également à un ingénieur pour répondre à vos demandes sur mesure. Je vous rappelle que ce webinaire est disponible en replay aussi bien sur notre site vfleet.fr que sur YouTube. Vous pouvez revoir en replay ceux des mois derniers, puisque celui-ci est le 3e de l'année. En janvier, il y en avait un sur la cybersécurité et l'EDR. Et puis le mois dernier, c'était sur Microsoft 365. Les prochaines dates sont le 25 avril sur la cybersécurité avec l'outil Kamae pour pouvoir monter en compétence vos collaborateurs. Le 28 mai, ce sera sur le service vFleet. On reviendra le 11 juin sur Microsoft 365. Et enfin, au mois de juillet, vous aurez un webinar sur le plan de reprise d'activité et le PCAI. Voilà. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Puis je vous dis à très bientôt. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir.